Bienvenue dans votre espace d'échange, la voix de l'environnement face à Raoul. Face à Raoul reçoit le ministre Raymond Bichikon. Il est ancien secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, et actuellement co-facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, facilitation sortante. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, ça fait déjà quelques années que vous êtes en tant que facilitateur délégué auprès du PSBC. Alors, durant ces 2 ans, quelle aurait été la leçon à retenir sur le mandat allemand? Bien, le mandat a duré plus de 2 ans. Initialement prévu pour 2 ans, on est maintenant aujourd'hui, date où nous sommes en train de passer euh, la main à la facilitation entrante, qui est la facilitation France-Gabon. La facilitation allemande a réalisé quand même pas mal de choses. Moi, de par tout ce que je connais de différentes facilitations du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, pendant mes 2 mandats passés à la tête de la COMIFAC comme secrétaire exécutif, je crois que cette facilitation, malgré les problèmes qu'on a connus en 2000, l'année 2000 avec le Covid, la pandémie de Covid-19, etc., beaucoup de choses ont été faites. Des réalisations concrètes ont été visibles, notamment quand on sait que grâce à cette facilitation, beaucoup euh, des pays d'Afrique centrale ont pu se mettre ensemble dans le cadre de la déclaration, par exemple, de la CONIFAC, qui a été élaborée de manière très, très inclusive parce que tous les différents membres du partenariat pour les forêts du bassin du Congo avait bien contribué à cela, même les bailleurs de fonds et les scientifiques, les membres de la société civile également avaient apporté leur contribution. Et cette déclaration, je crois qu'on l'a portée à la COP 26 à Glasgow. Vous savez ce que ça a donné pour la première fois. Les pays donateurs ont annoncé une enveloppe de 1,5 milliard pour les forêts du bassin du Congo. Bon, je n'entre pas dans comment ces fonds ont été utilisés ou ont été répartis entre les bénéficiaires, mais quand même, l'annonce a été une première des choses parce que de tout temps, on n'a jamais entendu des choses de ce genre. Il n'y a pas que cela parce que euh, aujourd'hui, nous sommes ici, par exemple, dans le cadre de la seconde conférence sur la transhumance, et vous voyez bien que ça se déroule bien. Les thématiques qui sont abordées sont de portée très, très grande, hein, à le fait que la transhumance est un secteur très transversal parce que ça englobe plusieurs problèmes et nous pensons que cette facilitation qui finit a donné quand même des grandes orientations, a ouvert la voie pour que euh, en ce qui concerne la question de transhumance, les pays et les différents bailleurs puissent aller vers des actions concrètes. Parce qu'il ne suffit pas de faire des déclarations, il va falloir que les gens agissent. C'est un phénomène de terrain, il faut que les gens soient présents sur le terrain pour que les solutions qui peuvent apporter euh, à ces pays-là, ce qu'on appelle la transhumance apaisée, par le fait que pour le moment, il y a beaucoup de problèmes qui se cachent derrière cette transhumance où il y a les questions de sécurité, les questions de population, il faut veiller à leur santé, etc. Bon, moi, je suis co-facilitateur. Ça a été un travail très difficile par le fait que
On ne peut pas dire qu'on réussit dans tout. Il y a des choses qui ont très bien marché, notamment la cohésion au niveau de la sous-région a été sauvée. Jusque-là, je crois que c'est déjà une bonne chose. Bon, les souhaits qu'on a toujours voulu se concrétiser, hein, les choses qu'on a voulu faire notamment, on souhaitait que réellement les fonds que les pays industrialisés ont mis en place à travers les différents fonds, vous avez les fonds climat, fonds euh, biodiversité, il y a plusieurs fonds et où il y a de l'argent dedans et qui sont annoncés dans le cadre de ces différentes réunions internationales pour essayer d'atténuer ou de gérer toutes les questions climatiques, changement climatique. Nos pays n'ont pas beaucoup profité. On a essayé de faire ce qu'il peut. Vous voyez que maintenant, on parle quand même de ce phénomène qui est celui de dire, mais les pays qui sont du bassin du Congo sont ceux-là qui ont bien géré, pour le moment, quoi qu'on dise, leur patrimoine forestier. Et on le dit, ce n'est pas du mensonge, que les forêts du bassin du Congo sont le premier, maintenant le poumon du monde. Avant, on disait que c'était les forêts amazoniennes, maintenant, on dit que c'est les forêts du bassin du Congo, normalement, qui passent avant les forêts amazoniennes. Monsieur le ministre, revenons sur la question de la transhumance. Sur un plan personnel, pensez-vous qu'il faille normer un peu toute cette procédure? Aujourd'hui, on semble vouloir imposer dans le cadre de ces mécanismes des suivis douaniers et autres, tout ça, à une activité qui jadis est aussi vieille que le monde et qui, dans son temps, a toujours eu, dans le cadre des échanges des pays, un mécanisme simplifié. Alors, pensez-vous sur le plan personnel que tous ces politiques ne sont pas encore des initiatives nouvelles qui viendront alourdir des processus au moment où on parle aussi même de libre circulation des biens et des personnes et autres qui ont déjà du mal à être implémentées? Bon, de toutes les manières, comme vous le dites si bien, c'est vrai que la transhumance est une vieille pratique que nos pays ont connue et continuent de connaître. Et malheureusement, son évolution actuelle n'est pas ce que l'on pensait être, comme par le passé. Euh, la transhumance dans le temps ne posait pas beaucoup de problèmes comme maintenant. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont entrés en ligne de jeu. Vous voyez bien que maintenant, le nombre de cheptels, il y a tout un tas de problèmes où il y a des questions liées à la pression démographique sur les terres. Les zones qui étaient libres à l'époque où les animaux allaient trouver le pâturage et l'eau, etc. Maintenant, il y a d'autres activités qui se sont installées. Et ajouter à ça les questions de sécheresse dues au changement climatique font que le pâturage commence à devenir aussi quelque chose de rare. Et n'oublions pas, beaucoup de pays n'ont plus la capacité de disposer d'un pâturage qui puisse garder sur leur sol leurs bovins, leurs troupeaux de bovins. Et c'est des quantités énormes de bovins qui viennent vers notamment les pays comme le nord de Centrafrique, le Cameroun et autres. Et ces troupeaux viennent de pays voisins. Et ajouter à cela, c'est le fait que l'élevage n'est plus le fait des peuples habituels qui, sur le plan culturel, avaient ça comme activité familiale et autres. Vous avez dû suivre durant les travaux que c'est maintenant de grands riches, hein, des hommes riches qui ont des bœufs et qui font travailler plutôt maintenant les transhumants pour leur profit. Donc, la chose change maintenant de donne. Ce n'est plus
l'élevage comme on avait dans le temps où c'est une famille qui a un troupeau de quelques têtes de bœufs et qui va faire perdre ses bœufs et qui les ramène chez eux, quoi. Ça dit que les choses ont changé et changé dans le mauvais sens. Et ajouter à cela, avec les problèmes d'insécurité, les choses sont devenues plus compliquées par le fait que les troupeaux sont accompagnés par des gens qui ont des armes. Et quand les armes entrent dans ce genre d'activité, ça complique les choses. Bon, votre question qui est celle de dire qu'il faut, est-ce que en mettant en place tout un tas de mesures, euh, des lois et autres qui pourraient compliquer davantage cette transhumance qui se faisait de manière assez libérale, comme par le passé. Moi, j'ai dit, bon, ça dépend. Vous savez que tout dépend de ceux qui travaillent avec les lois, qui appliquent les lois et qui font respecter la loi. Si ce sont des lois qui visent à améliorer les choses et ça peut arranger les problèmes et éviter qu'il y ait que des conflits. Vous avez suivi que il y a maintenant nécessité que l'on ne fasse pas les lois à seul dans les administrations, mais il est utile désormais que l'on associe de manière inclusive les éleveurs pour que les uns et les autres puissent s'entendre sur quel type de mesures qui pourraient être acceptées et appliquées par les uns et les autres également. Monsieur le ministre, vous avez été secrétaire exécutif de la Comifac. Vous avez été également au partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Alors, sur un plan personnel, je le précise, comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui ces relations, puisque nous pouvions percevoir une forme d'incompréhension entre le rôle du PFBC et le rôle de la Comifac en termes de mécanismes et de fonctionnement sur le plan institutionnel. Bon, c'est ce que j'ai entendu tout le temps, ce sont ces questions qui reviennent. On a toujours pensé que c'était des institutions dont l'une veut avaler l'autre ou qui ne favorisent pas le bon fonctionnement de l'une ou de l'autre institution. Mais moi, je crois que la COMIFAC, à mon avis, est une institution des pays qui est créée par les chefs d'État des pays membres. Et si vous voyez l'histoire, d'où vient le PBC est né à cause de la COMIFAC avec son plan de convergence. Et la mission première du PBC, c'est d'accompagner la COMIFAC, d'appuyer les pays du bassin du Congo dans la mobilisation des ressources, etc., pour la mise en œuvre du plan de convergence. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de dualité ou un peu de conflit entre ces institutions-là. À mon avis, c'est ça. Et c'est ce que j'ai compris jusqu'ici. Alors, il arrive de fois que quand des hommes doivent aller travailler ensemble, il y a toujours des petits problèmes, hein, qui ne sont pas forcément liés au fait que les institutions n'ont pas des objectifs à poursuivre en commun, mais plutôt ceux qui doivent faire ce travail quand ils ont des comportements ou des avis. C'est humain, les gens ne peuvent pas toujours être d'accord sur tout. C'est ça qui pose problème. Mais je crois pour moi, j'ai passé 3 ans comme co-facilitateur dépendant pour les forêts du bassin du Congo et je crois qu'on a essayé dans ce sens-là à faire de telle sorte que la collaboration avec le secrétariat exécutif de la COMIFAC soit vraiment très normale et bien vous voyez bien que les uns et les autres se parlent sans qu'il y ait maintenant des problèmes. Bon, à un moment donné, il peut y avoir des frictions sur un certain nombre de choses, mais l'essentiel est que les responsables qui travaillent dans ces institutions puissent
se comprendre et savoir qu'ils doivent travailler pour un seul but, qui est aider les pays à pouvoir mettre en œuvre le plan de convergence que les chefs d'État ont adopté. Et quel regard justement vous portez sur la vie de cette institution qu'est la Comifert? Vous avez été secrétaire exécutif, vous suivez également ses activités au quotidien sur le plan opérationnel. Bon, moi, j'ai travaillé à la Comifac, mais toujours dans des conditions assez difficiles, hein. Depuis plusieurs années, ces conditions ne sont pas bien améliorées. Cette institution, elle est très, 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 très bien. C'est un très bon outil pour les pays d'Afrique centrale dans le cadre de l'harmonisation des politiques du secteur forêt, environnement et autres, mais elle manque toujours des moyens. Vous voyez qu'une institution qui n'a pas d'argent pour payer même son personnel pendant des mois, qui ne peut pas vraiment financer son fonctionnement, c'est déjà pas, c'est très mauvais. Deuxièmement, à défaut d'avoir les ressources financières nécessaires, l'institution maintenant s'est quand même beaucoup développée, mais elle ne peut pas recruter suffisamment les ressources humaines capables de mieux faire appliquer son programme d'action et autres. Bon, on a toujours l'impression qu'elle ne fait pas son travail ou que les pays ne profitent pas beaucoup de la Comifac. Ça, c'est l'impression que les uns et les autres. Mais je crois que si les pays devraient essayer de bien voir si réellement c'est une mauvaise institution ou qu'elle n'est pas capable de leur apporter ce qu'on attendait d'elle, c'est d'abord commencer par lui donner les ressources financières et humaines qui soient à même de l'aider à mieux faire. Si maintenant le travail n'est pas bien fait et que les pays n'ont pas les retombées du travail que l'institution réalise, bon, en ce moment, ils pourront apporter des jugements, mais ils font ce qu'ils peuvent. Hein. On a toujours, au niveau de la COMIFAC, fait vraiment avec ce qu'on a et beaucoup de réalisations. Je dirais même à plus de 80-90% de ce qui se fait par la COMIFAC, c'est l'appui des partenaires. Et je crois bien que les partenaires doivent appuyer les États. Donc, il faut que les États se mettent en avant et ne fût-ce que donner à la COMIFAC des ressources nécessaires pour qu'elle puisse disposer vraiment des moyens humains, matériels pour son travail. Bon, si ça maintenant être appuyé par les financements des partenaires, ce serait une très bonne chose. Monsieur le ministre, vous avez tant soit peu survolé avec un peu d'amertume les questions de financement qui ont été annoncées en direction des pays du bassin du Congo. Aujourd'hui, de par votre expérience avec tous les mécanismes mis en place et les besoins justement en termes de compensation pour faire face, comment pensez-vous que les pays d'Afrique centrale doivent se ménager pour soit répondre ou faire face eux-mêmes à leurs besoins? Bon, vous avez suivi tout ce qui se dit depuis ces dernières années où la facilitation allemande a compris qu'il faut essayer de voir pourquoi les différents fonds au plan international qui sont mis en place euh, n'arrivent pas beaucoup en Afrique centrale. Les pays d'Afrique centrale ne reçoivent pas une part appréciable de ce fonds. Il y a eu d'abord les 100 millions ou 100 milliards que l'on a annoncé à Paris lors de la signature de l'accord de Paris D'accord, sur le Paris. climat. Avant ça, il y avait Copenhague. Bon, oui, c'est beaucoup d'annonces qui ont été faites pour rassurer les pays, pas uniquement les pays du bassin du Congo, mais tout le monde sait quand même que le, les forêts du bassin du Congo constituent l'élément très, très, très important pour
on appelle ça la régulation du climat mondial, ça c'est connu. Et les pays du bassin du Congo ont toujours espéré qu'avec ces efforts et avec ces ressources importantes en termes de biodiversité et autres, ils allaient bénéficier quand même d'une part assez consistante de ces annonces de financement. Malheureusement, jusqu'ici, on n'en est pas à ce niveau. Et c'est même pour ça que vous avez entendu que la facilitation allemande a voulu parler de faire deal pour qu'on dise maintenant, au niveau international, il faut que les forêts glacées du Congo puissent dire clairement que ces pays attendent des compensations vraiment de manière, ou bien des paiements pour les services écologiques. Vous avez entendu parler de ça. C'est dans ce sens, justement. Et face à toutes les difficultés des pays du bassin du Congo à mobiliser une part assez normale, un peu une part raisonnable de ces fonds, il y a eu ces questions de conditionnalité qui sont difficiles à remplir par les pays d'Afrique centrale. Il y a cette question maintenant qu'on cherche à travers la task force ou qui est mise en place, groupe pour savoir qu'est-ce que les pays doivent faire et comment faire pour que maintenant les pays d'Afrique centrale puissent accéder à ces financements qui sont mis en place. Il y a un problème, mais les pays ne doivent pas se décourager. Je crois qu'ils doivent continuer avec cet appui-là pour essayer de pouvoir bénéficier de ces fonds parce que c'est leur droit de pouvoir avoir accès à ces fonds pour pouvoir mettre en place toutes les politiques qu'ils développent en matière de conservation des forêts et de la biodiversité. Ou bien changer de langage. Oui, non, mais de toutes les manières, quand on parle de ces financements, il n'est pas exclu que les pays eux-mêmes doivent il y a des pays du bassin du Congo qui ont des ressources qui peuvent faire certaines choses, hein. On ne doit pas tout simplement attendre que ce soit les fonds de l'extérieur qui viennent faire développer ou que l'on mette en place des politiques ou des actions ou des programmes de développement dans nos pays. Quand je parle de développement, c'est englobant, y compris tout ce qui est conservation des ressources et également tout ce qui est développement socio-économique. Parce que, en fait, comme vous savez, quand les populations n'ont rien à manger, elles se retournent vers les ressources naturelles. Et quand ça se passe comme ça et qu'on n'a pas les moyens d'assurer un meilleur suivi, ce n'est plus une exploitation rationnelle qui se fait, mais plutôt la destruction, la dégradation, parce que euh, elles ont besoin de ces ressources pour leur survie. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut que nos pays également, en plus de ce que nous attendons à terme de paiement contre les services écologiques, là, comme on le dit, parce qu'on ne peut pas dire on contribue pleinement beaucoup pour la réduction des gaz à effet de serre ou qu'on contribue beaucoup pour faire baisser le climat mondial, le réchauffement climatique et autres, et que ceux qui continuent de polluer ne puissent pas apporter des ressources pour aider à ce que l'on maintienne cette, ce rôle-là de forêt qui absorbe les gaz carboniques. Et pour sortir, Monsieur le ministre, le PFBC, durant ces dizaines d'années, a évolué en termes d'approche, en termes de structuration. Aujourd'hui, on parle de collèges et on parle également d'une certaine euh, dynamique, groupe des bailleurs, etc. Alors, quels sont, d'après vous, quel regard portez-vous sur les perspectives? Est-ce que cette dynamique mérite d'être maintenue? Maintenu. Est-ce que dans cette dynamique, vous avez senti, un tant soit peu, qu'il y avait des bénéfices au sein des différents membres de ce partenariat? Et sur un plan de projection, quel est votre regard dessus?
Bon, vous savez que quelque chose qui est né et qui a évolué, c'est tout à fait normal qu'on ait, depuis l'existence du PFBC, je me souviens que c'est en 2015 ou 2016 que l'idée de cette structuration en collège a vu le jour. Bon, c'est tout à fait normal que l'on, quand bien même que le PFBC n'est pas quelque chose, une organisation formelle avec des textes qui Régissent son fonctionnement. fonctionnement, mais avec le nombre maintenant des membres, il fallait bien à un moment donné comment faire pour s'organiser et essayer de faire de sorte à ce que dans le cadre de cette approche où il faut que tout le monde parle et tout le monde s'entende sur un certain nombre de choses, c'était difficile s'il n'y avait pas cette idée de dire une facilitation et après il faut au moins que les uns et les autres, en fonction des domaines de compétences des membres, puissent se mettre ensemble et essayer de discuter. Bon, il y a eu les collèges qui sont là. À un moment donné, les membres verront si est-ce que cette approche a bien marché ou pas. Il va falloir à un moment donné, pour toute chose, essayer d'évaluer, de voir si est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Mais moi, je trouve quand même que c'est déjà pas mal parce que on a pu au moins normalement, par exemple, pour le collège des bailleurs et autres, c'est déjà une bonne chose où au moins ça permet aux ministres des pays d'avoir un peu en face de ces pays donateurs pour pouvoir parler avec eux et non pas forcément. Il y a des cas où chaque pays allait de manière individuelle parler avec ses partenaires. Et plus souvent, est-ce qu'on a la force de gagner quand on est seul? Mais le mieux, c'est d'être ensemble et parfois discuter avec ses partenaires comme ça dans des rencontres comme ce qui a été initié il y a un an ou deux. Il y a déjà eu 2, 3 réunions comme ça. À Glasgow, il y en a eu, à Libreville aussi, lors de la 19e réunion des partis. Les partenaires et les ministres des pays d'Afrique centrale ont eu des réunions de haut niveau à discuter entre eux pour voir qui fait quoi et quels sont les problèmes et comment faire pour qu'ils puissent bien apporter des appuis à nos pays pour financer un peu certains programmes. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes co-facilitateur pour le partenariat pour les vaccins. Merci.